Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Compin, je suis doctorant en sociologie en troisième année à Paris-Dauphine, sous la direction de Dominique Méda, qui est ici présente. Moi aussi je tiens à m'excuser auprès des traducteurs parce que de manière prédictive, sachant que j'ai tendance à parler vite et que mon PowerPoint est particulièrement touffu, je pense que ça risque d'aller vite. Donc tout d'abord je vais peut-être vous présenter en intro, j'y reviendrai ensuite, ce qu'est le coopérativisme de plateforme. Donc c'est un mouvement global qui est apparu il y a environ 4-5 ans, qui part d'une critique générale de l'ubérisation et de ses conséquences sociales, notamment en matière de droit du travail, de conditions de travail, pour revendiquer, à travers à la fois des expérimentations concrètes de plateformes alternatives, mais aussi par la mise en réseau de ces alternatives, une économie de plateforme qui soit davantage démocratique et notamment l'idée que les plateformes devraient être détenues et gouvernées par leur communauté d'utilisateurs. Donc ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est en fait le lien entre ce mouvement et les expérimentations concrètes qui s'en réclament, et deux problématiques du coup principales, celle qui s'intéresse davantage à la structuration de ce mouvement et aux acteurs qui s'y engagent, quelles sont leurs revendications, et une deuxième partie que je suis en train d'explorer aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, qui s'intéresse donc concrètement aux expérimentations sur ces plateformes et la tentative de mettre en place des formes de démocratie au sein des plateformes collaboratives. Donc mon terrain est basé essentiellement donc, sur une ethnographie au sein du réseau francophone Plateformes en commun. C'est en fait pour simplifier la déclinaison française du mouvement Platform Cooperativism qui est présent dans plusieurs pays à travers le monde. J'ai également procédé à de nombreuses observations, mais également à quelques entretiens avec des militants du mouvement. Et donc depuis quelques mois, je m'intéresse à quelques plateformes francophones dans une logique d'étude de cas où je rencontre notamment les porteurs de projets pour comprendre d'où est venue cette idée de monter une plateforme alternative et comment ça se passe concrètement. Voilà, donc brièvement, je reviendrai sur le mouvement dans son ensemble et ensuite, je m'intéresserai davantage à l'expérimentation que j'ai appelée précaire de la démocratie sur ces plateformes coopératives. Alors brièvement, donc le mouvement du coopérativisme de plateforme s'inscrit dans une critique grandissante depuis quelques années de l'économie de plateforme, ce qui a été parfois appelé le capitalisme de plateforme, mais également toutes les formes de travail numérique captées par les plateformes autour notamment de la notion de digital labor. Et donc à partir de ça, il y a quelques années, la vision de l'économie de plateforme et de l'économie appelée collaborative était plutôt optimiste, donc notamment un essai publié par Rachel Botsman intitulé What's Mine is Yours faisait l'apologie d'une sorte d'esprit du don sur les plateformes collaboratives et l'idée de mettre en commun des actifs pour en mutualiser l'utilisation. Il y a quelques années plus tard, on voit que le discours est plus critique, en tout cas une partie du discours est plus critique envers ces plateformes, et on peut penser à l'essai de Tom Slee qui justement reprenait ironiquement le titre What's Mine is Yours pour le renverser en What's Yours is Mine pour dénoncer l'effet de captation et d'extraction de la valeur opéré par certaines plateformes comme Uber, Airbnb, et qui font l'objet notamment aussi de mobilisations collectives dans plusieurs pays à travers le monde. Et donc de là naît un courant à partir notamment des publications d'un auteur qui s'appelle Trevor Scholz, qui est professeur associé à la New School de New York, qui avec certains co-auteurs, notamment Nathan Schneider, on commence à publier à partir de 2015 d'abord des billets de blog, puis des essais pour prôner une autre façon d'envisager les plateformes où les utilisateurs pourraient être en contrôle de ces plateformes, à la fois pour récupérer la valeur créée qui leur serait due, mais également pour pouvoir réaliser une forme de gouvernance aussi de cette plateforme. Et donc un mouvement s'est structuré à partir autour de Trevor Scholz qui, depuis 10 ans déjà, organisait un séminaire annuel sur les questions de digital labor, des transformations du travail à l'ère numérique, et à partir de 2015, une conférence intitulée Platform Cooperativism réunit un certain nombre d'acteurs, de militants, de porteurs de projets qui s'identifient à ce courant. Et l'idée étant de créer un écosystème favorable au développement de ces plateformes.
Donc aujourd'hui, alors, je tire ces chiffres justement de l'inventaire qui est tenu par l'un des cofondateurs du mouvement, Nathan Schneider. Donc évidemment, il n'est pas exhaustif, mais dans la recension qu'il fait à travers le monde du nombre de plateformes coopératives, il y en a environ 90 identifiées. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que les porteurs du mouvement élargissent le cadre du mouvement coopératif de plateforme en intégrant d'autres formes qui ne sont pas purement des plateformes collaboratives, mais qui s'inscrivent dans le même esprit de démocratisation de l'économie de plateforme, que ce soit par exemple des coopératives de travailleurs autonomes comme Smart en Belgique, Coopanam en France, qui souhaitent faire entrer des travailleurs autonomes dans le giron du salariat, pas forcément des travailleurs des plateformes, mais certains en sont. Voilà, donc il y a une communauté d'acteurs qui se reconnaît dans ce mouvement de coopérativisme de plateforme, mais des plateformes existent concrètement dans des secteurs variés, avec souvent l'idée de venir proposer une alternative à un acteur dominant, que ce soit Uber, Airbnb, Booking sur le secteur de la réservation hôtelière, et ainsi de suite. Et donc le réseau initialement qui a émergé initialement à partir de New York s'est développé, notamment à travers ces conférences annuelles, mais des ramifications plus régionales se sont structurées ces dernières années. Et donc voilà, notamment ici au Québec. Et moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de mes travaux, c'est le réseau, essentiellement le réseau francophone et français, devrais-je dire, des plateformes en commun. Donc je vais peut-être pas trop... Je regarde le temps. 7 minutes. 7 minutes déjà? Ouais, il te reste 7 minutes. Il me reste 7 minutes, ok. Donc je vais plutôt passer brièvement, peut-être simplement expliquer la nature de ce mouvement que moi je parviens assez bien à identifier à travers le prisme de l'analyse de cadre, qui permet de comprendre en fait que la plateforme coopérative n'est pas stricto sensu une coopérative nécessairement dans l'esprit du mouvement. C'est plus l'idée de s'inspirer des principes coopératifs pour promouvoir une gouvernance, un partage de valeurs partagées. Mais en réalité, certaines de ces structures peuvent être sous format associatif, peuvent être parfois des plateformes qui réunissent des membres sous un format plus informel. Et toute la force de ce concept de plateforme coopérative est de réunir une diversité d'acteurs qui se reconnaissent dans ce concept. Et c'est pour ça que je m'inspire, je reviens brièvement sur la notion d'utopie réelle développée par Eric Olin Wright, donc l'idée d'un projet égalitariste, démocratique, de transformation sociale qui est à la fois un idéal mais également une expérimentation concrète. Et donc justement en termes d'expérimentation concrète, je me suis intéressé à différentes plateformes, essentiellement en France, que j'ai anonymisées sous les noms que vous avez ici, sur plusieurs secteurs d'activité. Et je vous propose dans cette deuxième partie d'explorer justement les caractéristiques sous le prisme de l'ambition de démocratisation des plateformes, comment ça se passe concrètement sur ces plateformes alternatives. Donc déjà, on observe qu'il y a une diversité de projets et de missions dans ces plateformes alternatives. À la fois dans les motivations qui ont amené à la création de ces plateformes. Certaines sont des réactions directes à des plateformes dites ubérisantes comme Deliveroo, comme Uber, donc, qui ont été initiées notamment par des travailleurs de plateformes qui avaient été précédemment mobilisés contre ces plateformes dominantes. Alors j'ai appelé ça la revanche des professionnels. Il y a aussi certaines plateformes qui sont développées par des acteurs historiques de certains marchés, par exemple de l'hôtellerie, qui, face à Booking, vont chercher à créer leur propre alternative en proposant des réservations en direct pour les particuliers. Et certaines initiatives partent davantage, sans forcément contester les principales plateformes, d'une volonté de développer une économie authentiquement du partage, sur des circuits courts alimentaires, mais également sur par exemple du covoiturage. Voilà, donc il y a évidemment, toute la difficulté pour appréhender ces plateformes alternatives, c'est qu'elles opèrent sur des secteurs qui sont assez hétérogènes, et donc il y a des réglementations qui ne sont pas les mêmes, et c'est pour ça que mon approche n'est pas sectorielle, mais plutôt sur leur mode de démocratisation des plateformes. Et ce qui est assez intéressant à voir aussi, c'est que, à la différence de certains acteurs dominants, la plupart des plateformes que je suis
vont plutôt proposer une plateforme comme un service qui va être mutualisé par différentes entités. Par exemple, dans le cadre de la livraison à vélo chez Fairbike, il y aura l'idée d'avoir plusieurs coopératives de livraison locales qui vont se fédérer pour développer cette plateforme, qui vont ensuite utiliser selon leur contexte particulier. Et donc cette plateforme à tous, comment elle peut se mobiliser. Donc, certaines de ces plateformes s'inspirent principalement de la notion de commun, développée notamment par Elinor Ostrom. Comme je disais, il y a une vocation à mutualiser la plateforme entre différents acteurs, et ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de ces plateformes alternatives recourent à des statuts juridiques pour encadrer leurs pratiques, qui sont notamment celui de la coopérative multi-parties prenantes. Donc voilà, comme je disais, la coopération est à saisir dans ce sens-là, au sens large. Tandis que certaines plateformes vont plutôt s'identifier à des communs, c'est-à-dire qu'en gros, elles vont considérer que l'ensemble des usagers de la plateforme, qu'ils soient fournisseurs de services, qu'ils soient consommateurs de services ou de biens, vont ensemble représenter une même entité qui va développer la plateforme. Mais il y a également une notion de mutualisation d'acteurs, dont j'ai déjà parlé précédemment. Et ce qu'on observe donc, c'est notamment en France, c'est cette inspiration du modèle de la SIC qui revient très souvent. Donc la SIC, c'est un format juridique français qui est apparu en 2001. C'est une coopérative multi-parties prenantes qui intègre dans ses collèges de sociétaires, notamment les producteurs ou salariés de l'entité, mais également ses bénéficiaires et d'autres structures partenaires qui peuvent être des pouvoirs publics. Donc ça, c'est assez intéressant de voir cette hybridation. Et on voit que sur ces plateformes alternatives, de nombreuses plateformes recourent à ce format en France. Et donc leur hypothèse, c'est qu'il y a une adéquation finalement entre cette diversité de collèges de sociétaires et la diversité de versants d'utilisateurs de la plateforme. Et donc voilà, par exemple sur Ma Belle Escapade, qui est une plateforme de tourisme et d'hôtellerie, elle s'est développée en fait en prenant trois catégories différentes de sociétaires qu'elle a unies, à la fois des fédérations territoriales d'acteurs professionnels du tourisme, d'un autre côté les salariés et des chercheurs associés qui vont être considérés comme la catégorie qui va permettre de développer la plateforme sans en être celle qui crée la valeur directement dessus, et une série de diffuseurs et prescripteurs dans l'idée de développer de manière organique cette alternative, puisque, et c'est ma dernière partie, ces plateformes alternatives ont beaucoup de mal à émerger, elles ont très peu de ressources. Donc pour l'instant, en fait, la gouvernance démocratique à grande échelle sur ces plateformes n'est même pas expérimentée véritablement, parce qu'elles ont très peu d'utilisateurs encore et très peu de ressources, puisque notamment le modèle de l'économie de plateforme a tendance oligopolistique, voire monopolistique. C'est très dur de venir concurrencer des acteurs déjà en place, et ça peut, c'est une hypothèse de recherche que je vais essayer d'explorer, mais ça peut expliquer les soutiens frileux des investisseurs, même des investisseurs traditionnels de l'économie sociale et solidaire, des pouvoirs publics, qui vont dont une autre hypothèse, c'est qu'ils vont plutôt privilégier la régulation directe vis-à-vis des acteurs dominants plutôt que chercher à soutenir des alternatives. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que je compte explorer dans les mois qui suivent. Et donc voilà, et puis après, en 15 secondes, on observe aussi des tensions internes, c'est-à-dire que ces difficultés à mettre en place une gouvernance démocratique dans ces plateformes ne vient pas que des contraintes extérieures, mais également d'une difficulté à concilier finalement l'engagement à la carte qui est permis par ces plateformes, qui ne sont pas des collectifs de travail vraiment linéaires et définis strictement, et donc comment on parvient à animer la gouvernance sur ces plateformes, avec des questions aussi de réciprocité de la contribution et de coopétition qui peut arriver entre des acteurs qui mutualisent une même plateforme s'ils opèrent sur le même territoire, même si ce sont des coopératives, même s'ils s'inscrivent dans le mouvement de l'économie sociale et solidaire. Comment gérer, en cas de difficulté d'accès aux ressources, cette concurrence. Donc voilà, donc, pour conclure, ce mouvement du coopérativisme de plateforme est atypique, il est fédéré autour d'une utopie réelle, la plateforme coopérative, et donc il y a une véritable ambition qui est de
construire les briques de l'anti-ubérisation. C'est un terme qu'on retrouve notamment dans l'essai publié par l'administrateur délégué de Smart, Sandrino Garcefa. Et donc ces expérimentations sont multiples, elles sont assez innovantes dans la logique de mutualisation, de recours au statut de SIC et à l'identification en tant que commun, mais elles sont embryonnaires, précaires, et donc leur challenge c'est d'assurer non seulement une pérennité économique des projets et à engager les communautés dans une harmonie entre les parties prenantes. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.